Ce qui aurait pu être finalement mon histoire la plus triste, en fait, puisque j'avais tout le temps perdu. Mon rêve, en fait, je ne l'ai jamais réalisé. En fait, si tu regardes bien, ma vie, elle a été écrite de la plus belle des manières, puisque, en fait, le titre que je voulais, qui me faisait rêver, je l'ai le dernier jour de compétition de ma vie. Notre invité cette semaine, c'est Christophe Pinat. Mon invité cette semaine dans Confidence, c'est un super champion, 6 fois champion de France, 6 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde de karaté. Cet invité est en plein combat en ce moment, il est en train de terminer d'ailleurs, il va nous expliquer, combat contre la maladie et puis quelque chose qui va se passer sur scène, un spectacle qui va raconter son parcours, sa vie, et on va l'aborder dans toute cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Christophe. Merci à toi. Comment ça va ? Ben, ça va. Ça, c'est la première question que je te pose, parce qu'effectivement, on se retrouve dans un lit. D'ailleurs, on est un peu frère de pyjama. Hein. C'est ça. Bravo, on ne s'est pas consulté. Le pyjama, tu l'as eu un peu trop longtemps à ton goût ces derniers temps ? Ces derniers temps, oui, malheureusement. La vie. Tu l'as annoncé sur les réseaux il y a quelques mois, en début d'année, un cancer contre lequel tu te bats depuis des mois. Quand je te dis comment ça va, qu'est-ce que tu me réponds aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va. Je suis pratiquement au bout. J'ai ma dernière chimiothérapie le 31 mars. Ouais. Et j'espère que derrière, on m'annoncera ma rémission. C'est en tout cas ce qui est prévu. Ouais. Et voilà, mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on va parler de ce combat contre la maladie et puis de tous les autres combats que tu as vécu dans ta vie, qui est très remplie, très riche. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton quotidien ? Ça ressemble à quoi ? Déjà, quand on parle de combat, il y a quand même une grosse différence entre les combats que l'on choisit et les combats qui, malheureusement, on ne les choisit pas et que c'est la vie qui vous les impose. Ouais. Après, quand dans la vie, il vous arrive des choses, la seule et je pense la vraie question, c'est de savoir ce que l'on va en faire, en fait, de ce qui nous arrive. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Et moi, toute ma vie, j'ai essayé de toujours trouver quelque chose de positif quand les choses vous arrivent. Quand j'ai perdu ma mère, admettons, j'étais très attaché à ma mère. Quand elle est morte d'un cancer généralisé, en fait, de ça, j'ai essayé d'en faire le champion que j'étais devenu, en fait. Et après, quand j'ai perdu, pareil, mon père d'un cancer, j'ai essayé de devenir le père que je suis aujourd'hui, avec les valeurs qu'il m'a inculquées. En fait, quand il nous arrive des choses, ce qui est important, c'est de le transformer en quelque chose de positif, je pense. Alors, on va parler justement de ta famille, de tes parents. Tu as parlé de ta maman. C'était quel genre de famille, ta famille ? Moi, j'ai grandi avec une maman qui m'aimait énormément, qui aimait mon frère, quoi. C'était une maman affectueuse qui... c'était une pure niçoise, c'est-à-dire que à la maison, et malgré ses traitements, malgré sa maladie, malgré ses chimiothérapies, elle aurait jamais accepté, admettons, de me laisser partir à l'école 2 fois habillée de la même manière. Ou alors, pareil, que je mange des plats déjà cuisinés. En fait, elle se levait le matin très tôt, elle faisait tout d'elle-même, les gnocchis, le ravioli, les pâtes, les sauces. Et en fait, je veux dire, c'est une maman qui était vraiment aimante pour ses enfants et qui a voué sa vie à ses enfants. Ouais. Et qui est partie beaucoup trop tôt, puisque tu avais à peine 17 ans quand elle t'a quitté, ta maman. Voilà, malheureusement, je l'ai connue toujours malade. Et effectivement, elle nous a quittés à 17 ans. Moi, j'avais 17 ans, mon frère a 3, et mon aîné de 3 ans. Donc, du coup, c'est une cicatrice qui s'est jamais refermée, en fait. Ouais. Ton papa, c'était quel genre ? Alors, maman, plutôt douce et attentionnée. Papa, c'était un peu l'opposé ? Mon père, ouais. C'était une personne... déjà, physiquement, c'était une personne très costaud, donc plus costaud que moi, qui était... les gens disaient que c'était une force de la nature. Et après, au niveau du caractère, il était sarde et corse. Donc, vous imaginez le combo, 2 insulaires, comme ça. Ouais, ça devait être plutôt volcanique. Il avait un caractère très, très dur, mais c'était une personne qui était dure, mais avec un grand cœur. Ouais. Et du coup, quand des fois on faisait des petites bêtises, mon père, il nous mettait des roustes et notre mère, elle nous consolait. Oui. Voilà. Ça fonctionnait comme ça, en fait. Élevé à la dure, il y avait gants de fer, comme on dit.
Main de fer dans un gant de velours, ou le contraire? Ouais, ou le contraire. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, juste pour l'anecdote, un jour, je ne me rappelle plus quelle bêtise j'ai fait, mais pour retracer à l'époque, aujourd'hui c'est plus possible, mais un jour je fais une bêtise et je pars vite m'enfermer dans la salle de bain. Ouais. Et mon père, il me dit « Ouvre la porte !» Je dis « Non, papa, si j'ouvre, tu vas me taper. » Il me dit « Ouvre, je te dis !»« Non, papa, si j'ouvre, tu vas me taper. » Et j'ai pas eu le temps, à la troisième fois, il me dit « Ouvre !» Il a défoncé la porte. Et j'ai pris une rouste mémorable. Mémorable. Et après, ma mère est arrivée, elle se mettait toujours au milieu. Et après, j'allais pleurer dans les bras de ma mère, en fait. Bon, donc, éducation semi-positive, hein. Non, positive. C'est-à-dire que par rapport à aujourd'hui, c'est décalé, mais c'est une époque où, moi, quand je parle avec mes amis, à la maison, tous nos parents, ils avaient le martinet. Moi, je me réveillais des fois la nuit, j'allais couper un petit poil de martinet à chaque fois. C'était des petits bouts en cuir. Beaucoup ont fait ça. Voilà. Mais mes amis faisaient pareil. Donc, on a été élevés comme ça, c'est différent. Et voilà. Le problème, c'est qu'il restait plus que le manche après, mais ça, c'est une autre histoire. Tu étais plutôt un enfant turbulent, toi, quand tu étais enfant, ou tu étais enfant sage? Ça dépend, en fait, parce que si j'écoute ma maîtresse de cours préparatoire, d'après elle, j'étais un enfant dissipé. Après, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais après, on peut vraiment se poser la question de savoir si un enfant de 5 ans, il doit rester assis 8 heures par jour sur une chaise. Bon, c'est pas le débat, mais donc est-ce que j'étais dissipé parce qu'on me demandait de rester quand même 8 heures assis sur une chaise? Pour autant, moi, j'ai quand même rencontré plein de gens qui m'ont connu enfant. Ouais. Aujourd'hui, quand je me remets à Nice, j'ai rencontré des pépés, des mémés qui me disent « Ah, mais on vous a connu, on a connu votre maman de ça ». Et elles disent toutes que j'étais calme, gentil, affectueux. Donc, le contraire de dissipé. Mais finalement, bon, il vaut mieux qu'on garde le dissipé parce que finalement, dissipé, ce simple mot a finalement orienté toute ma vie puisque moi, j'ai commencé le karaté parce que justement, lors d'une réunion professeur-parents d'élèves, sous prétexte que j'étais dissipé, ils ont orienté mes parents en disant il faut que votre fils il fasse une discipline qui puisse à la fois se défouler, canaliser son énergie. C'est comme ça que par punition, en fait, j'allais faire du karaté, c'était pas par plaisir. C'est ça. Au départ, le tatami, c'était tu le dis, par punition. Alors, c'était pas du karaté, tu as commencé par d'autres sports, arts martiaux, c'est quoi, taekwondo? En fait, ils n'ont pas été chercher bien loin parce qu'en fait, dans le gymnase de mon école, il y avait un professeur qui était un professeur passionné. C'est lui qui m'a transmis cette passion par amour et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je suis devenu champion, je pense. Mais Claude Jurka, et en fait, lui faisait du taekwondo. Mais à l'époque, c'était tellement peu connu que ça s'appelait du karaté coréen. Ouais. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, en fait, finalement, du karaté, du taekwondo, du kung-fu. En fait, j'ai atterri là simplement parce qu'il y avait une discipline imposée, c'est-à-dire qu'il fallait saluer en entrant dans le dojo, s'aligner, ne pas parler pendant les cours, quoi, tout ce que je détestais, en fait. et voilà. Et là, en fait, tu le respectais? En fait, j'avais pas le choix. En fait, ça fonctionnait comme ça. C'était ma punition. J'allais avec mon frère. Et puis au bout de 3-4 ans, lorsque la discipline m'a plus pesé, j'ai trouvé sympa de donner des coups de pied, des coups de poing. Ok, donc il t'a fallu 3-4 ans pour que d'une punition, ça se transforme en passion. Parce que, en rêve. Ouais, et carrément en rêve de devenir champion. Je rêvais d'être champion, mais j'avais déjà un rêve bien précis. C'est-à-dire que, en fait, je rêvais d'être champion du monde toute catégorie. Ouais. Mais tu vois, il y avait une vraie raison à ça, parce que à gauche de mon lit, j'avais une petite commode avec un globe dessus qui représentait le monde. Ouais. Donc je voyais bien ce qu'était le monde. Et à ma droite, il y avait le lit de mon frère qui était plus grand, plus fort, plus costaud que moi, et 3 ans mon aîné. C'est Jean-Marc. Jean-Marc. Ouais. Et du coup, si je devenais champion du monde de toute catégorie, je devenais à la fois champion de mon globe et de toutes les personnes plus grandes et plus fortes que moi, y compris mon frère, parce qu'en fait, toute catégorie, ça veut dire quoi en fait? En fait, c'est une catégorie reine où tous les combattants, les meilleurs combattants du monde participent, que tu fasses 60 kilos, 65, 70. Parce que nous, dans les sports de combat, normalement, on doit préciser, je suis champion du monde mi-lourd, lourd, léger, ainsi de suite. Bon. Alors que toute catégorie, tu es champion du monde de tout le monde. T'es au-dessus du monde? En fait, quelle que soit la taille, le poids, que tu sois bridé, pas bridé, blanc, noir, ça n'a plus d'importance, tu es champion de tout le monde. Et c'est ça qui me faisait vraiment rêver. Voilà. Ouais. Donc ce but, tu as envie de l'atteindre, tu as quoi, 14-15 ans En fait, non, je pense que vers l'âge de 8-9 ans, j'avais vraiment déjà envie de ça. Et en fait, c'est ce qui a éveillé ma curiosité, qui m'a donné une énergie incroyable, quoi, en fait, qui a fait que
que en fait, j'ai été porté par ça toute ma jeunesse. Voilà, donc dès ado, tu commences à engranger les titres, champion de France junior. Là, tu as quoi? Tu as 16 ans En fait, voilà, au départ, moi, je combats en taekwondo, en kung-fu, je suis champion de France de kung-fu. Bon, je combats un peu partout parce qu'en fait, j'ai besoin de position. Moi, je perds ma mère à 17 ans. Donc, en fait, ce qui, au départ, est un sport de passion devient finalement... C'est un drame de perdre sa mère à 17 ans, surtout. Voilà, ça devient ma béquille, en fait, et donc un exutoire presque pour moi, le karaté. Et donc, du coup, heureusement, à ce moment-là, je suis dans une école religieuse, dans le lycée professionnel, d'enseignement professionnel à Don Bosco. Donc, du coup, j'ai des professeurs qui sont extraordinaires, qui m'ont soutenu, qui ont été vraiment formidables. Et mon père travaillait la nuit dans les casinos de jeu. Donc, du coup, il m'arrivait assez souvent même de manger chez mes professeurs. Et puis même de leur écoute et tout, ils sont arrivés à faire de moi un bon élève. Parce que si j'ai atterri, bien évidemment, dans un lycée d'enseignement professionnel, tu as bien compris que c'est parce que j'étais mauvais élève et qu'à un moment donné, on m'a orienté vers autre chose. Et du coup, je suis devenu un bon élève à ce moment-là. Et pour me récompenser, entre guillemets, le directeur de l'école, M. Locato à l'époque, m'a donné la clé du gymnase, ce qui fait que je pouvais aller m'entraîner entre midi et 2. Donc dès que la cloche sonnait, je partais m'entraîner. Okay. Je repartais... Tout seul ou... Oui, tout seul. J'avais un sac de frappe dans la salle, dans le gymnase. Après, j'allais vite au réfectoire et les dames de cantine me gardaient mon repas au chaud. Je mangeais vite. Et à 14h, j'étais assis sur les bancs de classe avec mes camarades. Quoi. Et ton frère dans l'histoire Alors, mon frère, en fait, j'ai suivi les traces de mon frère parce qu'en fait, j'ai atterri au LEP Don Bosco. Parce que mon frère aussi n'était pas un super élève. Je vais te raconter une petite anecdote si tu veux, tu vas comprendre. En 5e, j'arrive, premier jour, cours d'espagnol. Je te la fais courte. Ouais. Je rentre en classe, il fait l'appel. Et il arrive à mon nom, Christophe Pina, je lève la main, oui, c'est moi. Il me regarde, il me fait Christophe Pina, le frère de Jean-Marc. Alors j'ai dit, oui. Il me dit, regardez, la porte elle est encore ouverte, si vous voulez, vous pouvez la reprendre. Ah oui, d'accord, il y avait une réputation qui te précédait. Tu as compris. Et sinon, à part lui, tous les professeurs m'aimaient bien. Ok, donc Don Bosco, tu as 16 ans, mais pourtant tu vas quitter le système scolaire plus jeune parce que tu vas décider de partir très vite faire ton service militaire. On est au moment où ta maman décède, hein, on est très très proche de sa mort et tu décides de quitter Nice. Pourquoi? Tu aurais pu dire, tiens, je reste avec mon frère et mon père par exemple? Non, c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que en fait, quand je perds ma mère, je devance mon service militaire. À l'époque, le service militaire est obligatoire pour tous. C'est 12 mois à mon époque. Et moi, je le devance. J'ai 17 ans à ce moment-là, je perds ma mère. Et en fait, il faut expliquer la démarche. C'est-à-dire que quand j'ai perdu ma mère, comme je disais je disais avant, ma mère, c'était quelqu'un de très aimant et très attentif à ses enfants. Et en fait, un jour, quand elle est décédée, on m'a pour la première fois remis la clé de la maison. Puisque avant je tapais, il y avait ma mère qui ouvrait. Il y avait quelqu'un pour ouvrir, oui. Et puis la première fois, le jour où je suis rentré chez moi, que j'ai ouvert la porte, il n'y avait plus personne pour m'attendre, il n'y avait plus d'odeur de cuisine, plus de goûter préparé, parce que moi je prenais mon goûter avant d'aller à l'entraînement, et ma mère, elle me posait toujours le kimono plié, repassé sur mon sac de sport, et là il n'y avait plus tout ça. Ouais. Donc c'était bien vide. C'était le néant total pour moi. Donc à ce moment-là, je suis en souffrance, vraiment. Et pour moi, j'avais envie de couper les ponts avec tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai devancé mon service militaire et c'est comme ça que je termine mon année scolaire à Don Bosco, j'obtiens mon CAP Art graphique. Et 2 mois plus tard, en 86-08, donc au mois d'août, je pars faire mes classes. Et après, j'intègre le bataillon de Joinville, l'école interarmée des sports, où tous les champions français sont passés, parce qu'à l'époque, c'était obligatoire. Voilà, donc c'est vraiment à dessein, puisque tu as toujours cet objectif de devenir champion du monde et toute catégorie. Tu vas à ce bataillon de Joinville qui est vraiment destiné à fabriquer des champions. Voilà. Qu'est-ce que ça va être ta vie pendant 2 ans là-bas? En fait, moi, je suis à l'armée que du dimanche soir, en fonction des compétitions, ou le lundi, jusqu'au mardi matin pour la levée des drapeaux. Après, je suis détaché dans un club. À ce moment-là, je m'entraîne vraiment dur tous les jours. C'est combien d'heures par jour? Ça ne se quantifie pas parce que moi, le matin, à 5h30, 6h, je commence les footings pour récupérer, pour commencer à chauffer mes muscles. Après, je déjeune, après, je me rentraîne. Je m'entraîne plusieurs fois dans la journée. Et il y a des fois aussi des séances de kiné qui sont bien évidemment agréables, mais qui font partie de la journée de l'entraînement. Donc, au final, c'est toute la journée que l'esprit, le corps est accaparé par ça. Je m'entraîne dur et puis, bien évidemment, je n'ai pas du tout d'argent à ce moment-là. Alors, pas que mon père
voulait pas m'aider, hein, au contraire, mon père, il voulait m'aider. C'est moi qui voulais pas. J'avais décidé de choisir ce chemin et j'avais décidé de le faire seul. Donc je voulais me débrouiller seul. C'est un choix que j'avais voulu faire. Et donc du coup, à partir du mardi, au départ, je mangeais tous les jours à l'Armée du Salut. Donc j'allais à l'Armée du Salut. Et, pour quelle raison? Peu de moyens? Parce que là, tu es pris en charge par l'armée. Non, mais l'armée, je sais pas, j'avais peut-être un budget de, si on devait mettre à aujourd'hui, peut-être de 50 € par mois. Ouais, d'accord. Donc 50 € par mois, tu vis pas beaucoup. Donc du coup, en fait, j'allais à l'Armée du Salut. Alors moi, c'est vrai que ça me pesait d'aller là-bas parce qu'en fait, les gens que je rencontrais là-bas, c'est des gens qui, s'ils se sont arrêtés là, c'est parce qu'ils avaient perdu quelque chose. Ouais. Alors que moi, c'était l'inverse. Je courais après quelque chose. Donc il y avait un décalage énorme. Ouais. Et la vie, elle est bien faite. C'est qu'un jour, je passe avec mon plateau comme ça. Et je me rappelle, le gars, il était... ce jour-là, je ne sais pas d'où il sortait, mais il était grand, costaud, un peu gros comme ça. Et il me pose la question, il me dit, mais tu as quel âge? Et je lui dis, 17 ans et demi. Et il me dit, mais tu sais que tu peux aller manger au Palais de la Femme. En fait, le Palais de la Femme, c'est pour les femmes battues et les enfants mineurs, quoi, abandonnés ou quoi. Alors moi, je connais pas bien Paris, mais je peux te dire, c'est rue Richard Lenoir, boulevard Voltaire, il y a le Palais de la Femme. Et en fait, tous les jours, pour un franc, en fait, à l'époque, c'était en francs, pour un franc, je mangeais tous les jours là-bas. Voilà. Okay. Et il avait raison, c'était quand même beaucoup mieux que l'Armée du Salut. Bon, alors donc tu as cette période, j'allais te dire de vache maigre, mais c'est aussi une période où tu te fais des amis pour la vie, par exemple, au bataillon de Joinville, ou c'est vraiment boulot et on voit personne? Non, à l'armée, j'y suis peu de temps, mais j'avais fait les classes déjà avec des rugbyman, avec Olivier Roumat, Franck Ménel, et Franck Ménel est devenu vraiment un ami. Après, et d'ailleurs c'est lui qui, avec sa voiture, parce que moi j'avais pas de voiture bien évidemment, et pas l'âge, ni le permis, ni rien, il m'a descendu de Doullens, là où on a fait les classes, jusqu'à l'école intermédiaire des sports, ensemble, dans sa voiture. Et après, Franck est devenu un ami, et quand il a créé sa marque Eden Park, ça a été mon premier sponsor, c'est lui qui m'a habillé. Okay. Et donc c'est une belle histoire d'amitié qui continue toujours, hein. Mais voilà, donc j'ai fait des rencontres, et puis dans cette période-là, je suis devenu champion de France, d'abord militaire, armée de l'air, parce que j'étais aviateur Christophe Pinat. Aviateur Christophe Pinat qui montait quand même en avion, ou c'était juste pour nous on n'était que au bataillon de Joinville, à l'école intermédiaire des sports. Notre tenue en fait militaire, c'est un survêtement. Ouais. Et on allait le mardi matin au drapeau, après on était libre, on devait s'entraîner. Et donc du coup, donc je suis devenu champion de France d'abord aviateur, et puis après champion de France interarmée, c'est-à-dire tout corps d'armée militaire. Et à ce moment-là, je fais champion de France, champion d'Europe junior. Et en étant junior, je suis surclassé senior et je gagne mon premier titre de champion de France senior. Wow. Et c'est là que, du coup, je suis beaucoup en voyage, en déplacement, et je décide de rentrer à Nice, justement. Et je retourne dans ma maison familiale, qui maintenant est la maison de mon papa, puisque j'ai pu... Et alors là, on va juste déflorer un peu le spectacle que tu vas proposer prochainement pour raconter ton parcours. Tu rentres à Nice, et là, il y a une confrontation avec papa. On a vu qu'il avait le sang chaud, papa. Lui, son truc, c'était la boxe. Et quand tu rentres de 2 ans du bataillon de Joinville avec tes titres de champion, il te met au défi, non? En fait, non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait... moi, je rentre de l'armée, ça fait un peu plus de 18 mois que j'étais parti, entre les 12 mois d'armée plus les choses. Mon frère volait de ses propres ailes, donc il ne restait plus que mon père dans cette maison. Et puis, je ne sais plus comment, de fil en aiguille, il aimait bien me taquiner parce que lui, il voyait la boxe, comme il avait fait de la boxe étant jeune, il voyait ça comme... D'ailleurs, il appelait ça le noble art. Pour lui, il n'y avait pas mieux que la boxe, plus efficace, ainsi de suite. Il me taquinait souvent, des fois sur mon karaté. Et puis un jour, je ne sais plus comment, de fil en aiguille, on se retrouve dans le jardin. Mon père qui met les gants de boxe et moi aussi. Et mon père qui me dit, viens, on va voir. Mais après, moi, je connais quand même mon père, je sais qu'il est chaud, alors il va pas me... Mais en même temps, il a quand même envie de me mettre une bonne rousse. On a des gants, il se dit... Mais comme ça, juste pour te défier et dire la boxe, c'est mieux que le karaté. Voilà, juste parce qu'à un moment donné, ça lui a pris, mais après, il était arc-boutiste, quoi. Je veux dire, il allait au bout du chose, quoi. Et là, il avait envie de me mettre une rousse, alors... quand tu te retrouves face à ton père, au départ, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais non, papa... Oui, je vais pas t'abîmer, quoi. Moi, je pensais qu'il voulait un peu, tu vois, s'amuser, tu vois, mais tu sens que là, il a vraiment envie de me mettre une rousse, quoi. En plus, je suis plus un enfant. Ouais. Donc, il a face à lui maintenant un adulte. Il a pratiquement 20 ans, ouais. Voilà, donc il voit pas le chose de dire, je mets une rousse à un jeune, quoi. Et... l'avantage du karaté, pour le coup, à ce moment-là, c'est que nous, en karaté, on n'est pas obligé de venir dans une distance de frappe. On part de loin. Au contraire, nous, notre sport, on est à distance, hors distance et on frappe très vite en distance.
Donc du coup, au bout d'un moment, quand je sens que j'ai plus d'alternative, qui veut vraiment, je démarre d'assez loin, je fais une feinte au visage, comme ça, il monte légèrement les bras, je le pique au corps. Et quand je le prends au corps, je lui casse les côtes. Donc du coup, on va à l'hôpital. Et là, Harry Buffet, à partir de ce jour-là, il ne s'est plus jamais moqué du karaté. Et je peux même te dire, c'est devenu le meilleur ambassadeur du karaté dans le monde. À partir de ce jour-là. À partir de ce jour-là, ouais. Bien. Alors là, tu rentres à Nice. Qu'est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie? Tu m'as dit à l'époque, on s'en souvient, c'était les TUC. Moi, j'étais TUC, travaux d'utilité collective. Ouais. Voilà. Je sais même pas, je t'ai posé la question tout à l'heure. Je crois que ça n'existe plus, ça a dû changer de nom. Ouais. Mais en tout cas, donc tu gagnes quoi, 100... Oui, je gagne très peu, mais là pour 150 le coup, euros par mois, ça fait à peu près l'équivalent de 150 ouais. euros, mais j'ai une sécurité sociale. Et puis, là, mon père, il est là, donc il m'aide quand même un peu, donc même si c'est pas ce que je veux, voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout d'un an et demi, je signe ma licence sportive à l'ASPTT Nice, et grâce à son secrétaire général, qui malheureusement est décédé maintenant, René Bougnol, il me fait obtenir un contrat d'athlète de haut niveau à la Poste, que j'ai gardé d'ailleurs toute ma carrière sportive. Et donc, du coup, là, je me retrouve avec un salaire décent, une sécurité sociale, mutuelle, ainsi de suite. Et l'avantage, c'est que, en étant athlète de haut niveau à la Poste, c'est-à-dire que, bien évidemment, on ne me demande pas d'aller travailler, on me demande juste de ramener des médailles. Donc, à partir de là, je suis une forme de professionnel où je n'ai qu'à m'entraîner et à ramener des médailles pour la Poste. Donc, après avoir été aviateur, sur ta fiche de paye, il y a marqué facteur à un moment. Exactement. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je me faisais vachement brancher par mes collègues. Parce que des fois, je mangeais des fois avec eux. Ils me disaient, allez, c'est bon, t'as fait ta tournée, t'as fini et tout. Ils se moquaient de moi, mais c'est pas péjoratif par rapport au facteur, mais c'est simplement qu'ils se moquaient en disant, tu l'as mis où la mobilette et tout. Alors qu'en fait, voilà. Et oui, mais dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Hein. Les entreprises ont une obligation d'avoir des sportifs. Les grosses entreprises, de haut niveau, c'est des postes qui sont réservés pour les handicapés, pour les sportifs, voilà. C'est ça. Donc, pendant ces années 90, puisqu'on est dans cette décennie-là, c'est là que tu vas engranger tes meilleurs titres de champion de France. Alors, au total, tu vas en avoir 6 de titres de champion de France, 6 titres de champion d'Europe. Et puis 4 titres de champion du monde. Et on va s'arrêter sur celui que tu as eu en 2000, qui est le Graal. C'est celui que tu as toujours recherché, en toute catégorie. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je rêvais d'être champion du monde toute catégorie. Et en fait, d'abord, mes premiers championnats du monde en 94 à Kota Kinabalu, en Malaisie. Alors, nous, on gagne en équipe. Donc, moi, je fais partie de l'équipe. Donc, on gagne les 7 combats. On est champion du monde par équipe. Alors ça, pour la fédération, c'est un moment fort pour la fédération française, parce que la France n'a été qu'une seule fois champion du monde. C'était en 72. Donc, nous, 22 ans après, on est champion du monde. Donc, à l'époque de Dominique Valera, tout ça. Donc, nous, 22 ans après. Donc, pour la fédération, c'est... Moi... en équipe, j'ai pris pas mal de coups. Alors, ce qui m'a le plus gêné pour le lendemain, pour les individuels, c'est un Japonais me perfore le tympan à gauche. En fait, ça me gênait vraiment. Et le lendemain, on peut s'imaginer la perte d'énergie de la veille, on peut imaginer la fête du soir. Bon, moi, j'ai pas participé, mais en tout cas, ça fait une perte d'énergie quand même. L'enthousiasme est une perte d'énergie pour le coup. Et le lendemain, j'ai les individuels. Et en 94, donc du coup, je tombe le premier tour sur un Canadien, Marc Hamon, un mec qui fait 2 mètres et quelques. Il me met le premier coup de pied qu'il me met, je bloque le coup de pied et il me casse le bras, le radius. Et pour te dire, juste une petite anecdote pour te resituer l'époque du karaté quand même, il me casse le bras, le médecin me soigne, le médecin français bien évidemment, il me pique à la xynocaïne pour m'endormir le bras pour que je puisse continuer à combattre. Okay. Et je vois qu'il commence à me mettre la bande sur le bras gauche. Et je lui dis, il s'appelait Gérard. J'ai dit, Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit, oui, c'est bien, comme ça les adversaires ils croient que tu as le bras gauche cassé. Je gagne quelques combats et au final je fais 3e en toute catégorie. Donc pour moi, bien évidemment, c'est une déception puisque moi je rêvais du titre de champion du monde. Mais bon, j'ai gagné en équipe, la pilule elle passe. On arrive en 96 à Sun City en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on regagne les championnats du monde en équipe, mais même scénario quoi. Aïe. Je refais 3e le lendemain. Donc là, ça commence à être dur, quoi, parce que... Et puis, en 97, je regagne la Coupe du Monde en lourd. Je l'avais gagné en 93 à Alger, donc je me retrouve avec 2 titres de champion du monde, celui des mi-lourds, celui des lourds, mais toujours pas celui de toute catégorie. En 98, à Rio de Janeiro, alors, on gagne en équipe. Là, par contre, c'est historique, mais pas pour le karaté français, c'est historique pour le karaté mondial, parce que c'est la première fois qu'une nation gagne 3 fois les championnats du monde successivement. Et donc, on est les premiers dans l'histoire du karaté à avoir gagné 3 fois les championnats du monde par équipe. Donc, je vous laisse imaginer
quand même encore la perte d'énergie là. Et puis moi, chaque fois je fais des combats pleins, c'est-à-dire je suis jamais remplaçant. Donc le lendemain, je fais encore 3e. Là c'est dur parce que déjà la presse, tout ça, commençait à dire qu'en fait il y avait une malédiction, quoi, que même si pour une grande partie des gens ils pensaient que j'étais le meilleur karatéka du monde, la réalité c'est que j'étais pas champion du monde de toute catégorie. Et donc là c'est un peu dur. Et enfin, en 2000, quand je participe au championnat du monde à Munich, dans des circonstances super complexes, mais si tu veux, après on en parle, mais pour faire vite, je t'emmène déjà à 2000. Et enfin, à 2000, je gagne le titre de champion du monde de toute catégorie. Donc là, en fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dis que c'était complexe? Alors, avant de te répondre, juste pour te dire quand même, c'est que ce qui aurait pu être finalement mon histoire la plus triste, en fait, puisque j'avais tout le temps perdu, mon rêve, en fait, je ne l'ai jamais réalisé. En fait, si tu regardes bien, ma vie, elle a été écrite de la plus belle des manières, puisque, en fait, le titre que je voulais, qui me faisait rêver, je l'ai le dernier jour de compétition de ma vie. C'est-à-dire, quand j'annonce que c'est mon dernier championnat du monde avant, je gagne les championnats du monde, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand tu es en plein combat et quand tu sais que tu es le champion du monde, toute catégorie? Là, c'est le rêve de 25 ans, quand même. Ouais. Ça, c'est pas rien. Donc, du coup, t'es face à l'enfant qui rêvait, mais là, aujourd'hui, t'es l'adulte qui l'a réalisé, quoi. Moi, après, les championnats du monde, ce qui était dur pour moi, c'est que pour te raconter, quand je sors du gymnase, je suis resté déjà bloqué 3 heures au gymnase parce que j'avais le contrôle antidoping et ça se passait pas comme on voulait, parce que j'arrivais pas à faire pipi, et ainsi de suite. Enfin, bref. Et quand j'arrive 3 heures après, j'arrive dans l'hôtel, le hall d'hôtel est bondé d'amis, parce que c'est la première fois qu'il y a mon championnat du monde en Europe, parce que j'ai combattu de partout dans le monde. Mais... C'est vrai. Là, c'était là en Europe, donc j'avais des amis français, des amis de Nice, de Corse, de partout qui étaient venus. C'était tous là, ils m'attendaient pour aller faire la fête et je leur dis, je veux me changer, je reviens. Puis j'arrive dans ma chambre, tout ça, je me déshabille, je jette mon kimono, je vais prendre la douche. Et d'un coup, je réalise que c'est fini, en fait, quoi. Que le lendemain, je ne m'entraînerai plus. Moi, je n'ai pas voulu entendre parler de reconversion, de carrière après carrière, tout ça, parce que je vivais intensément mon présent et je n'avais pas envie de me projeter ailleurs que ce que je faisais maintenant. Donc il y a eu un moment de dépression exactement, c'est-à-dire que j'étais dans ma chambre et d'un coup, c'est un peu comme si toute une vie tu rêves de monter en haut d'une montagne et une fois que tu es en haut, il n'y a plus rien, quoi. Et ça, c'est un syndrome que connaissent énormément de champions. Ouais. On a vu en natation ou dans d'autres domaines, où quand on a atteint l'objectif, voilà. Et moi, c'était le vide total, en fait. Et du coup, à ce moment-là... je m'assieds sur le lit, quoi, et j'essaie de donner un sens, en fait, à ce que va être ma vie. Ça a mis combien de temps à ce que tu trouves un sens? En fait, ma vie, en fait, elle est écrite juste par concours de circonstances. En fait, je m'aperçois parce que le matin, je sais pas quoi faire, en fait, alors je vais déjeuner, et puis après, je vais au stade voir le reste de la compétition. Et là, on me propose d'être entraîneur national dans différents pays. Et je choisis la Grèce, en fait. Et donc, quand je suis arrivé, la Grèce était 11e nation européenne. Ouais. Et 2 ans plus tard, on se retrouve face à la France au championnat d'Europe, en finale des championnats d'Europe. Il a fallu faire un combat supplémentaire pour nous départager tellement c'était serré, c'est la France qui nous bat. Mais du coup, on se retrouve, je crois, 4e ou 3e nation européenne en moins de 2 ans. Ouais. Du coup, pour moi, c'est une super aventure humaine, sportive. Et entre-temps, la Fédération française négocie mon retour en France, ce qui fait que le président de la Fédération grecque accepte de me laisser partir 6 mois plus tôt la fin de mon contrat. Donc je rentre en France, j'ai un contrat cadre au ministère des Sports, mais je suis détaché dans ma fédération en tant qu'entraîneur national. Donc entraîneur national de l'équipe de France, et là ça ne va pas se passer comme en Grèce. Tu me dis, tu as claqué la porte très très vite, oui. au bout d'un mois ou 2. Mois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'arrive en France, en fait, pour la première fois, ils m'avaient vu face à eux, en fait. Et donc, ils avaient envie de me récupérer. Mais sauf que le problème, c'est que quand je suis arrivé en France, en fait, on me considérait encore et toujours comme un athlète, quoi. Et en fait, on m'imposait des choses. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand je perds, j'assume mes responsabilités d'entraîneur. Et quand je gagne, j'assume aussi qu'on me respecte par rapport à ça. Et là, on me donnait des instructions. Alors, je me suis dit, c'est faussé, en fait. Je sentais que je n'allais pas pouvoir mener la barre comme je voulais. C'est-à-dire, en gros, on te disait ce qu'il fallait que tu transmettes à l'équipe. Voilà, pratiquement. Ouais. Voilà, exactement. On me faisait mon planning. Admettons, si moi, j'avais prévu tant d'entraînement dans le mois, on m'en imposait un autre. Ou presque, on me dictait même les techniques que je devais faire aux athlètes, quoi. Et en fait,
Moi, je sentais que ça allait pas le faire, j'ai démissionné. Aujourd'hui, je te parle avec le recul, je peux comprendre parce que les gens qui me dictaient ça, c'était mes entraîneurs qui m'ont aidé à devenir champion du monde. Donc ils m'ont considéré encore comme ça à mon retour, sauf que moi j'étais plus un athlète, j'étais un entraîneur à part entière. Et tu es récupéré immédiatement parce qu'apparemment les propositions pleuvent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une minute qui s'écoule sans qu'on te propose un job, parce que derrière, tout de suite, tu as retrouvé un boulot ? Ouais, en fait, elles pleuvent pas, elles étaient en attente, en fait. Ouais. Et les États-Unis, c'est vrai que ça me faisait rêver, mais quand j'étais plus jeune, ça me faisait loin. Puis j'avais choisi la Grèce, tout ça. Et dès que ça allait mal, j'ai dit, voilà, il se pourrait que je sois encore sur le marché. Et le lendemain, on m'a répondu, on vous prend. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc pareil, 2 jours après, je fais mes valises et je pars. Voilà, et donc tu deviens entraîneur de l'équipe nationale américaine, qui était dans le fond du classement, 11e mondial. 11e mondial. Ouais. Et tu vas les emmener jusqu'où ? En fait, là aussi, j'ai la chance à ce moment-là qu'il y a des super athlètes, mais ils étaient 11e mondial et du coup, à montrer lors des derniers championnats du monde, donc 2 ans après ma présence aux États-Unis, les États-Unis deviennent première nation mondiale. On gagne 3 médailles d'or et 2 d'argent et une de bronze. Et en fait, on est le pays qui ramène le plus de médailles. Et pour la première fois dans l'histoire du karaté, ça c'est ce qui m'a un peu fait plaisir, c'est que normalement, celui qui remet les médailles, c'est toujours le président de la Fédération mondiale aux athlètes. Ouais. Et là, on m'a fait l'honneur de remettre, moi, les médailles à mes athlètes. Alors, cette aura que tu as internationale va t'ouvrir les portes de plein de choses, des stages, etc. Mais au-delà de ça, de la télé. Parce que dans les années 2000, entre 2005 et 2008, pour le grand public qui ne connaissait pas forcément le champion de karaté, ils vont découvrir l'un des profs emblématiques de la Starac. Ouais. Comment ça t'arrive, ça ? Comment tu en fait, justement, trouves ce job ? Je gagne à Monterrey avec les athlètes. Et là, c'est la fin de mon contrat et c'est la question de se poser de renouveler ou non. Mais moi, ça faisait déjà presque 6 ans que j'étais entraîneur national. Et je crois que finalement, gagner pour soi ou gagner à travers les autres, je pense que à un moment donné, ça a une fin. Et je sens que c'est la fin pour moi, il faut que j'arrête. Et je suis dans le taxi et il y a tout qui concorde pour arrêter. J'appelle ma femme et je dis je vais rentrer en France, j'arrête là. Et la vie est bien faite, c'est qu'au moment où j'annonce que je rentre en France, ma femme me dit aussi écoute, j'ai quelque chose à te dire, je suis enceinte. Et du coup, je me retrouve quelques mois après mon retour en France à être, pour pas dire quelques semaines presque, à être tout de suite propulsé à l'antenne comme ça. Dans le château à faire un cours quoi. Et là, c'est sûr que c'est pas des athlètes que j'entraîne, hein, c'est des jeunes chanteurs. C'est des artistes. Alors justement, grosse différence entre les compétiteurs et les artistes du château, parce que quelque part, ce sont des compétiteurs eux aussi, mais c'est très très différent. Ouais. Alors déjà. Moi, je sais en juin que je vais être le prof de sport de la Star Academy en septembre, d'accord ? Ouais. Donc moi, juillet, août, je travaille, je fais des programmes en disant je vais leur faire ça. Et le premier jour, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas des directives. Alexia Laroche-Joubert m'a laissé libre complètement. Et je me retrouve à ouvrir le portail du château, à rentrer pour la première fois, et je me retrouve face à je ne sais plus combien ils étaient, 20 jeunes, mettons. Et là, moi j'étais en short, super chaussures pour m'entraîner et tout, et eux ils étaient en jean, écharpe. Et là, je me regarde, et je les regarde et je me dis... Un autre monde. Ouais, et je me dis, je me suis complètement planté. C'est-à-dire, moi j'avais préparé des programmes de sport, juste pour te la faire courte. Là, je me dis, non, c'est pas comme ça. Je sors, je prends les cahiers que j'avais écrits, j'ai tout déchiré. Je me dis, mais je suis un âne. En fait, j'ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire que je suis pas là pour leur faire du sport, je suis là pour leur faire comprendre l'intérêt de faire du sport avec moi. Et du coup, j'ai tout réécrit, j'ai retravaillé. Et finalement, c'est ma fierté parce que j'ai fait 4 ans à la Starac et j'ai jamais eu besoin d'aller chercher un élève en chambre, alors que nous, des fois, le cours était très tôt le matin, alors qu'ils étaient fatigués, ils se couchaient des fois tard. Et j'ai eu une seule fois un élève qui est arrivé 10 minutes en retard, que j'ai mis dehors du cours, et il a compris, il s'est excusé. Il n'y a plus jamais eu un seul retard dans mes cours. Mais en même temps, normalement, les cours sont obligatoires à la Star Academy. Moi, j'avais pris ma position et j'avais annoncé aux élèves, sans demander à la prod, de dire « Si vous pensez que mon cours ne vous apporte pas quelque chose pour votre prime, je vous libère, vous n'êtes pas obligé de venir. » Et je suis très content parce que pendant 4 ans, j'ai aucun élève qui a sauté un seul de mes cours. C'est quoi ton meilleur souvenir de la Starac, ou le plus émouvant, ou le plus drôle que tu raconteras peut-être dans ton spectacle d'ailleurs ? Ouais, franchement, j'en ai beaucoup de souvenirs de la Starac parce qu'en 4 ans, il s'en passe des choses. Hein.
et dans le château. Et puis moi, tu sais, je vais te dire, moi, Alexandra Joubert, c'est une dame que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, mais c'est rigolo parce que, alors, je ne sais pas si elle prendrait mal si je dis ça, mais c'est un peu comme le diable s'habille en Prada, tu vois, le film. Oui, oui. Elle est un peu dure, mais elle est très gentille. Une grosse exigence, voilà. Mais il y a un cœur derrière. Il y a un cœur derrière. Et tu vois, moi, au départ, c'était compliqué parce qu'au départ, nous, les professeurs, on est dans un bel hôtel à Paris, peu importe, mais moi, je ne voulais pas être dans l'hôtel. Moi, je fonctionnais comme avec les athlètes. C'est-à-dire que moi, je veux être proche d'eux, dormir avec eux et tout. Bon, je ne peux pas dormir dans le château. Mais au bout d'un mois, un jour, comme ça, alors que je demandais tous les jours à la prod, est-ce que je peux dormir avec les caméramans, parce qu'il y a des caméramans 24/24, il y a des chambres, on a en fait, vous le savez pas, mais à côté du château, il y a une maison secondaire, entre guillemets, comme on peut dire, et du coup, les caméramans dorment là, et ainsi de suite, donc, parce qu'il y a de la cantine, et tout ça, il y a plein de monde qui travaille autour de tout ça. Et du coup, moi, je le demandais tous les jours, et puis un jour, comme ça, Alexia, sans rien me dire, comme ça, elle me dit, bon, c'est bon, je sais qui tu es maintenant, je t'ai fait... réserver une chambre, t'as une chambre pour dormir à côté des élèves. En fait, elle avait besoin de m'observer, de voir et tout. Et elle a compris que moi, ce que je voulais, c'était de vivre pleinement mon aventure. J'avais pas envie d'être à Paris, rentrer, faire les cours, repartir. Moi, je voulais être là pour mes élèves. Et que si la nuit, il y avait un problème, j'étais là. Et c'est arrivé, on m'a appelé en pleine nuit des fois. Ouais. Et voilà, et hors caméra et ainsi de suite, peu importe. Mais voilà, en tout cas... On peut parler de ce problème c'était Non, quoi, mais des fois, il y a des fois, vous savez, les jeunes, ça reste des jeunes, ils ont un rêve, comme moi j'avais un rêve, et du coup, des fois, ils ont des coups de blues, tout ça. Et puis des fois, il y a des discussions qu'on peut avoir, et voilà, que j'ai eues, et je suis très content. Et du coup, moi, j'ai vraiment vécu mes 4 années, et pas du tout comme une émission de télé, puisque moi... en fait, moi, je suis la dernière roue de la charrette dans la Starac, parce que moi, je suis le prof de sport, je note pas. Donc les élèves, ils n'ont pas besoin d'être gentils ou pas gentils, faux cul ou pas faux cul. Ils sont comme ils sont, parce qu'ils savent que moi, j'ai pas de notes. Je peux que essayer de leur apporter quelque chose pour qu'ils fassent le meilleur prime le vendredi. Bon, du coup, on avait des rapports très proches, et moi, j'ai vécu ça comme si j'avais vécu 4 ans avec l'équipe de France de karaté, entre guillemets. Ah oui. Ouais, pareil. Mais j'avais la même exigence d'eux, la même envie, la même attention, la même compassion des fois, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai vécu vraiment ça. Et tu leur as apporté un plus, ils te l'ont dit? Oui, complètement. Ouais. C'est pour ça que j'ai des rapports là-dessus. C'est que moi, j'ai pas d'influence sur l'émission. Vous savez, il y a une quotidienne tous les jours. Moi, j'ai pas d'influence sur la quotidienne. Moi, je fais mon cours de sport. En fait, après, quand ils montent leur quotidienne, ils montent avec ce qu'ils veulent. Mais moi, je fais mon cours de sport. Et là où je suis content, c'est que la prod m'a jamais poussé à essayer de faire quelque chose en disant il faut que tu fasses ça ou ça serait bien. Voilà. Moi, d'ailleurs, dès le premier jour, moi, j'ai bien expliqué, mais c'était pas la peine, mais je leur ai quand même dit, moi, je suis un éducateur sportif. J'ai un diplôme d'éducateur sportif, j'ai pas un diplôme d'animateur télé. Donc, du coup, je suis éducateur et rien que dans l'appellation, il y a l'explication. Je suis un éducateur sportif. Donc, j'ai essayé d'éduquer les jeunes comme mes enfants, en fait. Et là encore, tu as eu des résultats comme en Grèce, comme aux États-Unis? Ouais, encore. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que, tu sais, il y a un paradoxe, parce que ça reste une émission de télé-réalité. Des fois, les émissions de télé-réalité, c'est n'importe quoi. Bon, et il peut y avoir... Mais il faut pas confondre, admettons, style le Loft, où vous regardez des gens se laver les dents, péter, rôter... Où il n'y a pas de fond. Voilà, il n'y a pas de fond. Et avec la Starac, qui sont des jeunes qui ont un rêve, mais ils sont exactement pareils que moi, ils ne sont pas différents de moi. Moi, j'avais un rêve de devenir champion, ils ont un rêve de devenir chanteur. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais en vacances l'été à Théoul, ils passaient le bus, quoi. Et ils ouvraient le chose et les jeunes chantaient à la radio, je crois. Radio Crochet. Oui, Radio Crochet. Bon, là, aujourd'hui, il y a la télé, c'est la Star. Mais ces jeunes-là, ils ont un rêve, ils ont une envie, ils ont un travail. Donc, je ne voudrais pas que l'appellation de télé-réalité soit péjorative, parce que c'est simplement qu'on leur donne les moyens de ne pas chanter dans le métro, mais d'être connus par des gens grâce à la télévision. Voilà, c'est juste ça. Là, on a une photo, parce qu'on va aller très vite à l'année dernière. Elle a été prise à Sao Paulo, cette photo. Oui. Et on voit des affiches de Christophe Pina et ces centaines de jeunes. Qu'est-ce que c'est, ça ? En fait, dans le monde, j'ai cette chance, c'est que
Alors c'est prétentieux, mais en fait, pour les gens, ils disent que je suis une légende dans le karaté. Mais ouais, quand on regarde cette image, on le comprend parce qu'on est à l'autre bout du monde, on est au Brésil, à Sao Paulo, et on se dit, mais Christophe Pinas, ça représente effectivement une forme de légende pour les pratiquants. Quand je vais, c'est sûr, quand je vais en Argentine ou au Brésil, et que je donne un cours et que, mettons, par session, parce que je donne des cours d'1 heure, 1 heure et demie, j'ai à peu près 500 personnes ou 600, que je vois 3-4 000 élèves dans le week-end, c'est sûr que ça fait chaud au cœur, parce que c'est des gens qui sont tellement éloignés de moi, géographiquement, que ça fait plaisir. Mais ça me fait plaisir aussi, parce que là, vous parlez du Brésil, mais quelques jours avant, mettons, j'étais au Rwanda, et c'est pareil. Ça me touche, parce que je vois qu'il y a des centaines de milliers de pratiquants dans le monde qui sont contents de venir partager un moment avec moi, de partager mon enseignement. Et là, tu es vraiment pleinement toi, dans ce que tu aimes, et tu renoues vraiment avec le sport jusqu'en septembre 2025, peu après cette photo qu'on a vue à Sao Paulo. Ouais, c'est juste, en fait, entre Sao Paulo et septembre, il se passe l'été où je suis en vacances et où je me sens essoufflé, fatigué. Alors au départ, dès que j'arrive en septembre à Nice, je vais faire un bilan cardiaque, et puis là, on m'annonce que finalement je ne peux pas ressortir, qu'on va m'opérer le lendemain matin. Et du coup, le lendemain matin, à 8h du matin... Qu'est-ce qu'on t'annonce exactement À 8h du matin, au départ, on devait me faire un pontage. Et puis au final, on m'a mis que des stents. Donc du coup, on m'évite une grosse opération. Et donc là, je me dis, tiens, c'est bien, c'est une bonne chose. Et puis le problème, c'est que quelques jours après, je suis toujours encore fatigué. Et là, on cherche. Et là, c'est la tuile, on me trouve un cancer. Ouais. Voilà. Cancer qui est pris à un stade très avancé déjà. Ouais. C'est un cancer du côlon. Ouais. Stade 3 sur 4. Comment tu réagis au moment où on te l'annonce ? Tu dis, pourquoi moi ? Parce qu'en plus, tu as une hygiène de vie irréprochable depuis toujours. Moi, j'ai jamais touché une cigarette, j'ai jamais fumé, jamais bu d'alcool, jamais touché à la drogue, jamais sorti vraiment le soir, rien, quoi. Ça paraît dur, injuste, en fait. C'est ça. Mais après, le problème, c'est que moi, je sors d'une opération, je me remets, on te fait un PET scan, on t'annonce un cancer, on ne sait pas exactement le stade, le niveau... Étendu. Ouais. Là, tu sais que peut-être il te reste... moi, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père. Tu sais qu'il te reste peut-être moins de mois à vivre que tu penses, tu vois. Mais bon. Et c'est là où ça se complique, en fait. Et puis là, je comprends très vite que je vais rentrer dans un tunnel, en fait. Tu n'as plus de vie. Parce que on va m'opérer d'abord. Et à peine que je suis remis debout, je vais choisir un protocole de chimiothérapie assez dur. Et donc tu sais que... Voilà, et puis on me donne une date. En septembre, on me dit, en gros, le 31 mars, tu en sortiras de ce tunnel. En fait, c'est un peu ce que je disais au début de l'interview, en fait. C'est que quand les choses, elles vous arrivent... il y a des choses qu'on choisit dans sa vie et des choses que l'on ne choisit pas, mais quand elles nous arrivent, il faut... La vraie question, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Ouais. Et de là, moi, j'ai essayé de me projeter et me dire, il faut qu'au bout de ce tunnel, je mette déjà des petites lumières. Des jalons. Voilà. Est-ce que c'est ton expérience d'entraîneur d'équipe de haut niveau, de sportif de haut niveau, qui t'a permis d'avoir ce sang-froid et cette façon de penser ? Je ne peux pas te répondre en sincérité. Je ne peux pas te répondre si c'est ça, si c'est ma construction de vie. Si, peut-être que... je pense que toute ma vie, j'ai su trouver en moi cette force que la vie m'a toujours obligé de trouver, en fait. Mais en fait, je sens très vite que, d'une manière, je suis assez souvent sur un lit d'hôpital. Donc mon corps, moi, toute ma vie, je me suis exprimé qu'avec mon corps. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Donc, du coup, quand le seul outil qui m'a servi d'expression, il est fini, quoi. Je me retrouve et je me dis... je vais écrire au moins ma vie, pour moi au départ. Et puis de là, je me dis, je vais fixer des dates tout de suite derrière. On m'a dit le 31 mars. Je vais fixer des dates pour dire à mes amis que ça y est, j'en suis sorti. Et je me dis, je vais faire comme une espèce de petit spectacle
pour raconter ma vie et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Et puis derrière, on dînera ensemble et comme ça, on partira sur des nouvelles choses. Et donc, j'ai commencé à écrire ma vie, parce qu'en fait, les journées à l'hôpital... Elles étaient longues, hein. Voilà, c'est pas des journées de 10 heures, c'est des journées de 20 heures, parce qu'en fait, tu dors très peu à l'hôpital. Et puis, donc du coup, j'ai commencé à écrire sur ma vie. J'ai pas voulu faire que dans le rigolo ou dans le triste. J'ai essayé d'être le plus honnête, le plus juste, mais en apportant quand même un peu d'humour, de légèreté, tout ça. Et voilà, donc, et j'ai fixé des dates. Et je me suis dit, je vais faire un petit spectacle. Et alors, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est là où j'étais peut-être un petit pas trop optimiste, c'est pas ça, mais c'est que moi, quand on m'a dit 31 mars, moi, tout de suite, le 8 avril, j'ai déjà annoncé quelque chose, tu vois. Ouais. Et le 16, 17, 18 avril, j'avais déjà... Ça paraît très proche, parce que le 8 avril, tu as déjà programmé, par exemple, la première de ce spectacle devant la presse. Exactement. Et là, on se dit, waouh, mais en fait, avec une chimiothérapie qui s'arrête le 31 mars. Ouais. Non, parce que quand on m'a dit le 31 mars, je pensais que le 1er avril, quoi, même si ça aurait pu faire poisson d'avril, que le 1er avril, on m'annonçait ma rémission. Et en fait, j'ai appris il y a à peine une semaine que on pourra me dire si je suis en rémission que vers le début mai, parce que j'ai un scan le 28 avril, le matin à 10h30. Donc après, je vois mon oncologue. Et malheureusement, j'ai été un petit peu optimiste sur la date. Pas optimiste sur mon avenir, parce que moi, je pense que je m'en sortirai. Mais comment dire que je suis sûr, parce que on m'a opéré, on m'a enlevé ce qu'il fallait enlever. Oui, en gros, on t'a enlevé une tumeur qui représente 90% du problème, mais ça avait un petit peu métastasé. En fait, on m'a enlevé une tumeur qui était un peu plus grosse qu'une orange, comme un pamplemousse. Donc du coup, on me l'a enlevé. Donc du coup, on appelle ça normalement une chimiothérapie adjuvante. Donc normalement, il n'y a pas de raison. Mais il faut toujours attendre qu'on te dise que tu es en rémission. Bon, cela dit, je ne vais pas l'attendre. Pour moi, le 31 mars, je suis en rémission. En rémission. Voilà. Et si, par hasard, le 28 avril, on t'annonce que tu n'es pas en rémission Bon. Et qu'il faut continuer le combat c'est dur parce que ça a fait l'objet de réunions de famille. C'est-à-dire que moi, j'ai été heureux toute ma vie, j'ai fait des combats, mais des combats que j'ai choisis. Là, ce dernier combat, je ne l'ai pas choisi, on me l'a imposé et j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, jusqu'à une date que l'on m'a dit. Moi, je ne regrette pas d'avoir fait tout ça, je ne regrette pas d'avoir pris ce chemin, d'avoir fait tout ce qu'on m'a dit, mais je ne le reprendrai plus. Donc, tu veux dire que tu arrêterais les traitements si il fallait reprendre une chimiothérapie ou autre chose? Oui. Après, je ne voudrais pas blesser les gens qui se battent au quotidien pour sortir de ça, mais c'est ma vie, elle m'appartient en fait. Voilà. Voilà, tu me dis par exemple, tu ne te sens pas porter-étendard particulièrement parce que tu as des témoignages de gens qui te disent il faut se battre, moi ça a duré 4 ans, 5 ans, tu ne te vois pas du tout te battre 4 ans ou 5 ans, alors que tu as été champion du monde, on se dit ouais, c'est un combatif absolu. Tu comprends ça, qu'on n'arrive pas à comprendre que tu baisses les bras en fait? Je baisse pas les bras, c'est simplement que déjà la maladie, on la combat pas directement, c'est la médecine qui la combat. Moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'affronter tous les jours mes peurs, mes doutes, toute cette période de tristesse en fait. Parce que tu as été très triste pendant ces mois. Ouais. Mais après, moi, le seul combat que je peux faire, c'est contre moi, c'est d'affronter tout ça. Mais après, par contre, je ne cherche pas un gain de vie, c'est-à-dire je ne suis pas prêt à souffrir, admettons, ou être dans les hôpitaux un certain temps pour vivre un certain temps. C'est pas pour moi que c'est dur. Le plus dur, c'est pour ma famille. Mais de l'opération à la chimiothérapie jusqu'à la rémission, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la médecine. Mais de la rémission à la guérison durable, c'est ça. Ça m'appartient. C'est à moi maintenant de changer les choses, de me reconstruire. Parce que ce que je sais, par contre, c'est que la personne malade que j'ai été et la personne guérie que je vais devenir, elle ne peut pas être à l'identique. Donc des changements, il doit y en avoir. Et
Et voilà, donc aujourd'hui, je pense que j'ai une vie très active. Ben, peut-être que je vais me poser un peu plus et me recentrer sur moi. Et peut-être que c'était juste un rappel à l'ordre. Et voilà. Mais en tout cas, juste pour... excuse-moi, je te coupe la parole. Juste pour te dire que, tu vois, si je reste sur la lignée de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les choses nous arrivent, il faut en faire quelque chose, puisqu'on parle d'un petit spectacle, ben moi, en fait, de ça, de ces heures d'hôpital, de cette, comment dire, bagarre face à la maladie, tout ça, ben en fait, aujourd'hui, ben, j'en ai fait le moment que je vais partager avec mes amis par ce spectacle, si tu veux. J'ai essayé de transformer ça en autre chose. Voilà, et avec de la légèreté et des moments d'émotion, et il y en aura sans doute beaucoup, comme on en a partagé là à l'instant. En tout cas, merci de t'être livré à ce point, Christophe. On va terminer en rappelant que ce spectacle s'intitule « C'est tout sauf anecdotique », et que si on veut retrouver toutes les dates, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà complètes, mais il y en aura d'autres, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Christophe, Christophe Pina, et puis sur billetreduc.com également pour trouver ce spectacle. C'est tout sauf anecdotique. On va terminer avec une question que je pose à tous les invités ici, et je pense que tu vas en avoir une bonne à me sortir. Quelle est l'anecdote que tu n'as pas encore racontée dans ce spectacle, que tu raconteras peut-être sur scène dans quelques semaines, que tu n'as jamais raconté à personne et que tu vas nous livrer ici et maintenant? Ouais, des anecdotes, j'en ai plein. Mais dans le spectacle, il y en a pas mal, mais alors je vais en faire peut-être une autre, mais je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais bon, ça serait éventuellement maximum la deuxième fois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant qu'athlète, j'étais superstitieux, comme beaucoup d'athlètes. Oui. Et du coup, moi, j'ai commencé ma carrière en 93, des champions du monde, quand j'ai gagné la première fois à la Coupe du Monde. Et je l'ai gagné avec un slip. Et ce slip, je l'ai gardé jusqu'en 2000. C'était toujours le même sur toujours chaque le même. Après, entre-temps, bien évidemment, il était lavé. Il avait lavé, bien sûr. mais bien évidemment, mais par contre, ouais, j'ai gardé le même slip toute ma carrière. En fait, c'était quelque chose que je me disais, il faut que je garde, voilà. Et du coup, j'ai combattu toute ma carrière avec le même slip. Donc ça sera pas dans le spectacle, mais pour le coup, mais je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais je suis pas sûr. Allez, voilà. Eh ben, on va l'accepter, celle-là, l'anecdote gênante de Christophe Pina. Où va se loger la superstition parfois? Merci vraiment mille fois, Christophe. On te souhaite évidemment le meilleur pour la rémission, mais tu nous as beaucoup rassurés et merci. On embrasse aussi toute ta famille, dont je connais certains membres. Et puis on va aussi te souhaiter le meilleur pour ce spectacle. C'est tout sauf anecdotique. N'hésitez pas à aller chercher ça sur les réseaux et sur l'Instagram de Christophe Pina. Merci beaucoup, Christophe. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres confidences sur France.tv et sur la plateforme YouTube également. Merci beaucoup.